C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, fin du deuxième compact du MCA au Bénin. De grandes avancées sont notées dans le secteur de l'énergie. À suivre le point de la cérémonie de clôture. Les collectivités territoriales face à la cybersécurité, la Commission du numérique et de l'innovation technologique de l'ANCB a débattu du sujet. Elle entend sécuriser les données des populations à l'ère de la dématérialisation. Et puis, fin du troisième atelier de formation des biologistes, chefs et techniciens de laboratoire de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, renforcer la gestion des laboratoires africains en vue d'une accréditation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le deuxième compact du Millennium Challenge Account a bouclé ses activités au Bénin. À la clé, des points positifs sont relevés, surtout dans le secteur de l'énergie. Le Naïk Agbazaou et Benjamin Denayon étaient à la cérémonie de clôture. D'une pierre deux coups, l'événement du jour marque la fin du deuxième compact du Millennium Challenge Account au Bénin et l'inauguration du Centre national de contrôle de la distribution d'électricité. Le MCA Bénin 2, fruit de la coopération bénino-américaine, aura, pendant les 6 années de sa mise en œuvre, contribué à la lutte contre la pauvreté grâce au renforcement du réseau électrique. Le compact a apporté des solutions concrètes à un problème récurrent, qui est celui de l'accès à l'électricité et de la disponibilité de l'énergie électrique fiable en quantité et en qualité. Je voudrais avant tout adresser ma plus grande gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon. Le gouvernement a respecté tous ses engagements et régulièrement mis à disposition et à bonne date les ressources nécessaires à l'exécution des activités du programme. Ma gratitude renouvelée s'adresse au peuple américain. Merci au gouvernement de Bénin pour votre partenariat loyal depuis près de 2 décennies. Nous sommes si fiers de tout le travail que vous avez accompli. Avec la CEB, la SBE, qui travaille à remettre le réseau en place, qui redistribue l'énergie, qui trouve des solutions et on dispatche les techniciens à la bonne place pour y travailler. C'est vraiment une avancée majeure. Réalisation tangible à l'actif du MCA Bénin 2, le Centre national de contrôle de la distribution d'électricité, érigé à Kassato, est un bâtiment de type industriel à 6 niveaux de sécurité et équipé d'un ascenseur. La synergie d'action qui a permis d'aboutir à de tels résultats appréciables s'inscrit dans la réalisation du programme d'action du gouvernement et cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État, dont l'un des objectifs prioritaires est de faire des investissements massifs dans les infrastructures de production et de distribution d'énergie électrique. Je veux donc, encore une fois, remercier MCC et exprimer à tout le gouvernement des États-Unis notre gratitude. Je ne vois pas de meilleur symbole de notre relation que l'assistance du Millennium Challenge Corporation au Bénin. Avec une subvention totale de plus de 235 milliards de francs CFA, le Compact Energy du MCC représente le plus grand programme d'assistance américaine au Bénin et la plus grande subvention qu'un pays ait jamais accordée au Bénin. La ville d'Abomey-Calavi s'honore d'abriter l'impressionnant centre de contrôle et de distribution d'énergie dans notre pays. Cerise sur le gâteau, pour assurer la continuité des activités sportives de football des jeunes clubs qui fréquentaient le site, le MCA Bénin 2 a réalisé pour la commune d'Abomey-Calavi un terrain de foot en compensation de la portion de 2 hectares de ce domaine mise à sa disposition par la mairie. L'architecture de l'infrastructure est étudiée et réalisée selon les normes de la FIFA. Et après la cérémonie de clôture, les autorités présentes ont échangé avec les professionnels des médias sur la mise en œuvre et les acquis du programme. Voici un extrait de leurs propos au micro de Le Naïk Agbazaou et Benjamin Denayon. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas un seul cent qui retourne aux États-Unis. Et je suis heureux de dire que à la clôture générale, aujourd'hui,
à la date d'aujourd'hui, nous avons engagé 99,5% du montant qui nous a été donné. Les 0,5% qui restent ne vont pas retourner aux États-Unis parce que ça va être consacré aux dépenses administratives de clôture. Et donc, in fine, en octobre, quand nous ferons la clôture générale du programme, nous ne retournerons pas un cent aux États-Unis et ça va être un point d'honneur pour ce projet. J'ajouterai quand même que dans le cadre de l'activité hors réseau, il y a eu un certain nombre de programmes. On vous a parlé de mini-réseaux. Il y a le projet OCEF. Alors, en mégawatts, effectivement, ça paraît moins spectaculaire, puisque là, je pense qu'en cumulé, on doit avoir aujourd'hui 6 mégawatts d'installés. Ceci étant, c'est surtout le nombre de milliers de personnes qui auront accès à l'électricité grâce à ce programme-là qui est important. Il y a des fois, on parle en mégawatts et des fois, on parle en clients. Et là, pour le hors réseau, c'est évidemment en clients que c'est important, parce que ce ne sont pas des clients qui vont consommer beaucoup, mais c'est ce que ça leur apporte qui est important. Et là, c'est en dizaines de milliers, si on cumule les mini-réseaux et le hors réseau, c'est en dizaines de milliers de clients qu'on va supplémentaires, non pas de clients, de personnes, de foyers supplémentaires qui ont accès à l'électricité, que ça va se compter. En début d'année, le président Patrice Talon avait annoncé une série de réformes pour améliorer les conditions de vie et de travail des personnes handicapées. C'est fait. Le chef de l'État a pris des décisions dans ce sens lors du dernier Conseil des ministres. Jérôme Humbo apporte les détails dans ce reportage. Vous voyez bien que nous prenons les dispositions qu'il faut pour que dans les temps à venir, plus personne ne soit délaissé juste parce qu'elle porte un petit handicap. Le 31 décembre dernier, Patrice Talon avait déjà jeté les bases de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées. Les mesures d'accompagnement qui seront indiquées pour tout le monde auront des spécificités en ce qui concerne ces personnes que vous êtes là. Donc, on ne va plus confondre ce que la société a abandonné parce qu'ils sont un peu différents des autres, les abandonner et puis après les soumettre aux mêmes conditions que tout le monde. C'est pas normal. Soyez rassurés, vous avez été une victime, mais il n'y aura plus d'autres victimes au Bénin pour ce genre de choses. Ça va être corrigé et c'est prévu dans les tests qui seront publiés bientôt. 6 mois plus tard, le gouvernement passe à l'acte en Conseil des ministres. L'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décret d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Voilà qui vient soulager tout un peuple, à savoir les personnes handicapées, leurs familles et proches, les éducateurs et autres. La première des choses qui nous a marqué et qui a marqué également la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin, il faut comprendre que c'est cette facilité que ce décret vient de donner en matière de l'éducation. Aujourd'hui, la personne handicapée n'a plus de barrières. Les verrous sont désormais sautés pour faciliter l'accès à l'éducation à la personne handicapée. Cela prouve que le gouvernement que nous avons en face est un gouvernement qui tient parole et un gouvernement qui respecte l'ordre à travers ses actes. J'ai un sentiment vraiment de satisfaction, de grande satisfaction d'ailleurs, et de gratitude envers le chef de l'État Patrice Talon et de levée de poids. Parce qu'il faut le dire, avant même que nous soyons embarqués dans cette lutte, les aînés nous ont dit que de toute la lutte, c'est la volonté politique qui n'a pas accompagné. Alors, avec le chef de l'État qui a choisi d'annoncer ces grands jours, nous étions là, nous étions avec lui. On avait cru en lui, je me rappelle comme si c'était maintenant de mes mots, je lui avais dit que je croyais en lui et que je croyais en ses paroles. Et aujourd'hui, il m'étonne encore plus parce que j'avais cette confiance-là, mais accompagné de cet acte qui a suivi, vraiment c'est un boom
Et on ne peut que dire merci au chef de l'État, Patrice Talon. Prenons le cas des étudiants, nous suivons les mêmes formations, nous subissons les mêmes épreuves, mais sur le marché d'emploi, nous sommes limités. Il a corrigé l'injustice et je ne pense pas qu'on aura des mots pour lui dire merci. Les générations futures vont en bénéficier. Et c'est un soulagement terrible pour les parents. Parce que, d'abord, assurer l'éducation académique d'un enfant vivant avec un handicap, ce n'est pas facile. Il y a des parents qui consacrent toute leur vie pour suivre l'enfant avec un handicap. Ils vont le déposer à l'école, ils vont attendre de le ramener, dépenser sur lui. L'enfant a un diplôme, a des compétences. Et sur le marché de l'emploi, il est limité. Je pense qu'on ne peut pas avoir de miracle autre que ça. Vous avez vu que le Bénin est devenu depuis un bon moment un pays carrefour, où presque tous les pays de la sous-région viennent nous copier, voir le merveille qui se passe au Bénin. Les décrets d'application sont relatifs, entre autres, à la promotion de l'entrepreneuriat, aux mesures fiscales, à la formation, à la participation au concours, à l'appui aux entreprises créées par les personnes handicapées et à l'aide aux étudiants handicapés, non boursiers et non secourus. Dans le reste de l'actualité, les hauts responsables de l'Organisation internationale humanitaire d'Arrêt Aide étaient au cabinet de la vice-présidente de la République. Ils sont allés échanger avec Mariam Thiaby Talata à propos de leurs activités et pour eux, c'est une manière d'officialiser leurs relations avec les populations du Bénin. Ils sont ici au micro de Innocentia Loco et Patrick Yimorvo. Direct Aid est une organisation internationale qui est basée au Bénin. On a commencé au Bénin depuis 1997. On intervient dans plusieurs domaines, dont c'était l'hydraulique, l'éducation, la protection d'enfance, la santé, les partenariats, les projets de développement. Dans toutes nos actions, ça coule vers le Bénin révélé et les programmes, les plans stratégiques de développement de Bénin. Et la synergie de nos efforts va sans doute aider à donner des résultats tangibles pour nos actions, pour nos développements au Bénin. Nous n'avons que dire merci à Madame la vice-présidente. Nous sommes très fiers de la visiter aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour la remercier pour cet accueil chaleureux. Et je suis sûr et certain que cet accueil sera fructueux et que pas mal de choses qui vont sortir au profit de la population au niveau du développement. Notre rencontre, c'est pour officialiser cette relation et pour renforcer nos actions qui peuvent couler vers l'intérêt de la population. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, les députés ont procédé à une deuxième lecture de la loi sur la gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. L'ancienne loi comportait quelques insuffisances. Les députés y ont apporté des modifications à la demande du gouvernement. Firmin Bassao pour les précisions. Cette seconde lecture de la loi portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin porte sur 13 articles. Lesquels articles ont révélé des insuffisances dans la mise en application de l'ancienne loi votée le 7 décembre 2022 par l'Assemblée nationale. Ces insuffisances sont relatives notamment à la dépénalisation du transit des déchets chimiques sur le territoire national lorsqu'il est fait conformément aux normes internationales, alors que la Constitution n'en fait aucune réserve. À l'incohérence entre les dispositions de certains articles, au manque de clarté et de précision dans la description de certains faits incriminés et leurs peines. Au titre des solutions proposées, le gouvernement suggère la suppression, la réécriture et l'insertion de certains groupes de mots, alinéas et articles de la loi adoptée. Les députés dans leur ensemble ont adopté le rapport de la Commission du plan, de l'équipement et de la production par 94 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Je félicite la Commission pour le travail appréciable qui est fait.
Et je voudrais inviter le gouvernement à ne pas avoir de la peine, de la gêne, chaque fois que ces situations se présentent, de nous retourner en deuxième lecture les lois que nous prenons, que nous votons au Parlement. Est-ce que nous avons sur place des industries qui produisent ces produits-là? Si oui, qu'est-ce qui est fait pour les accompagner? Parce que lorsque la réglementation va rentrer en vigueur, s'il y a déjà de petites industries qui existaient pour se conformer, ce ne serait pas une partie de plaisir. Ces produits chimiques qui transitent, il n'est pas rare de constater quand même qu'il y a des importateurs payent des taxes à la douane. Le gouvernement prélève des taxes. Est-ce que c'est après avoir prélevé ces taxes qu'il faut maintenant incriminer les auteurs? Je voudrais juste comprendre. Au détour d'une sortie médiatique, les députés de l'Union progressiste Le Renouveau dénoncent les tentatives répétées d'abus de droit de la part de l'un des groupes parlementaires minoritaires depuis le début de la 9e législature. Tous les membres du bureau du groupe parlementaire UP Le Renouveau étaient présents. Voici un extrait de leur déclaration. Quand une force politique adopte une attitude d'obstruction afin d'obtenir de la Cour constitutionnelle plus de droits qu'elle ne mérite et retardant du coup le démarrage des activités pour lesquelles le Parlement existe. Comment qualifie-t-on l'attitude de celui qui profite du principe d'avoir des droits pour exagérer, pour en demander plus qu'il ne le faut, quitte à compromettre le fonctionnement de l'institution et en même temps trompe l'opinion publique en jouant aux victimes? Il s'agit d'un abus. Abus de droit, abus de prérogatives, abus de fonction. Ce n'est pas acceptable au regard des principes élémentaires de la bonne gouvernance. Ce n'est pas acceptable au regard de la loi. Ce n'est pas acceptable au regard de l'éthique. Le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau condamne fermement ce comportement contre-productif et profite de l'occasion pour réaffirmer avec force deux principes ou valeurs de référence de son parti, à savoir l'adhésion à une démocratie pluraliste où l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont des pouvoirs séparés, mais devant concourir et servir au bien de l'ensemble de la nation, des populations, des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Nous croyons en une démocratie pluraliste fondée sur l'état de droit et la bonne gouvernance, où l'opposition jouit des droits les plus étendus de la minorité. Dans ces conditions, nous invitons l'opposition qui constitue l'un des groupes parlementaires minoritaires de l'Assemblée nationale à améliorer ses approches. Nous sommes prêts à accompagner cette minorité à faire valoir tous ses droits. Mais tout droit impose aussi des devoirs. Le premier des devoirs qui relève du simple civisme, c'est le respect de la République, de ses lois et de ses institutions. Tous les 53 députés membres de notre groupe ont été instruits pour rester à l'écoute permanente des populations. Le contrôle de l'action gouvernementale constitue pour nous un moyen pour porter votre voix, pour que vos voix aillent le plus loin que possible et qu'il en suive des effets. Le 3e atelier de formation des biologistes, chefs et techniciens de laboratoire de l'Afrique de l'Ouest a pris fin. L'objectif des travaux, c'est de renforcer la gestion des laboratoires africains en vue d'une accréditation. Plusieurs participants venus de divers pays de la sous-région étaient présents. Les précisions avec Ulvaeus Balogun. 5 jours de formation pour acquérir les bases de la démarche qualité dans la gestion des laboratoires africains. Ces biologistes, chefs et techniciens de laboratoire de l'Afrique de l'Ouest sont désormais aguerris. Les résultats obtenus témoignent de l'intérêt que vous avez porté à cette formation. C'est un chantier et on avait posé des briques. On vient encore de poser, 3 nouvelles briques sur ce chantier qui vous renforce
dans la conduite du management de la qualité, dans la démarche qualité au niveau de nos laboratoires. Cette initiative vient ainsi réaffirmer l'importance de l'implémentation de la qualité et renforcer la capacité des institutions de santé publique de l'Afrique de l'Ouest dans la perspective d'une accréditation. Oui, nous allons atteindre l'objectif d'accréditation, mais atteindre l'accréditation, ce n'est pas en fait une fin en soi. Ce qui est important, je pense, c'est que la qualité devienne notre routine. La qualité comme seul gage de la fiabilité des résultats de laboratoire. Les collectivités territoriales face aux enjeux de cybersécurité, c'est autour de cette question que les membres de la Commission du numérique et de l'innovation technologique de l'ANCB se sont retrouvés à Boycon. Objectif, sécuriser les données des populations dans un contexte de dématérialisation des services publics au Bénin. Patrick Ayadji et Abdoulofou Idrissou pour les précisions. Le défi est immense pour l'ANCB. L'Association nationale des communes du Bénin veut gagner le pari de la digitalisation des services offerts par les collectivités territoriales tout en garantissant la sécurité des données numériques. De façon spécifique, il s'agira 1. de sensibiliser et d'informer les membres de la commission sur la réglementation relative à la cybersécurité. 2. Définir les mécanismes et outils à mettre en œuvre pour protéger les installations informatiques et les plateformes numériques des collectivités locales. Tout ceci dans le but de placer la question de la cybersécurité au cœur des préoccupations des collectivités locales. Quelqu'un peut aller se faire délivrer des attestations de recasement s'il arrive à s'introduire illicitement dans le système. À partir du moment où il y a des plateformes numériques à contribution pour délivrer un service, alors là, cela appelle l'appétit, l'intérêt des hackers, des personnes malveillantes, et d'où l'importance totale de prendre des mesures pour protéger et sécuriser les systèmes d'information. L'intérêt de cette première session au titre de l'année 2023 n'est plus à démontrer. Les membres de la Commission du numérique et de l'innovation technologique seront mieux outillés pour relever le défi de la cybersécurité dans les communes du Bénin. Deuxième conférence administrative départementale dans le Mono. Au menu des discussions, le point de la consommation des crédits délégués au deuxième trimestre de l'année, la présentation du programme Besoké et le point de la mise en œuvre du projet Suède. On écoute le préfet à l'issue des travaux au micro de Fleur Olive Ousougoué et Ernest Tétigou. Nous venons de finir la deuxième session de la conférence administrative départementale du Mono pour le compte de l'année 2023. À part le point de la validation des rapports antérieurs, nous avons eu droit à deux communications. Une communication sur la présentation du projet Besoké, un projet de philo social pour la protection de l'enfance et le renforcement de l'autonomisation des filles et femmes, qui doit s'opérationnaliser à partir du 1er juillet prochain, dont on peut retenir que c'est un nouvel appui, une nouvelle matérialisation du recrutement social annoncé par le chef de l'État, car plus de 150 000 ménages seront impactés au plan national. Et à la suite de cette présentation, nous avons eu droit au point de la mise en œuvre du projet Souhaite. Il y a eu le point sur l'exécution du budget de chaque structure. Nous n'avons pas encore atteint les performances recherchées parce que logiquement, nous devons dépasser les 50% au terme du second trimestre. Mais beaucoup de dossiers sont en attente. Et nous espérons que d'ici le 30 juin, nous puissions atteindre ces objectifs. Nous avons eu des difficultés, vous savez, depuis que les nouvelles réformes sont introduites au niveau de la gestion des finances publiques. Mais nous restons optimistes car nous avons connu ces difficultés l'année dernière. Mais pourtant, à l'arrivée, nous avons atteint une performance qui dépasse les 90%. Donc, chaque acteur a pris la mesure des responsabilités qui sont les siennes et donc doit travailler davantage à ce que tout ce que nous avons eu comme difficulté et qui est conjuré déjà au passé puisse nous servir de leçon pour le semestre que nous abordons dans quelques semaines.
Nous sommes dans le mois de l'environnement. Face aux changements et menaces qui le mettent à mal, les acteurs à divers niveaux ont décidé d'agir. Ils ont organisé un conclave dénommé Environnement et développement durable. Les travaux ont tourné autour du thème Solutions à la pollution plastique. En voici le compte-rendu. Il n'y a aucun endroit sur Terre qui ne soit touché par la pollution plastique. C'est donc à juste titre que le monde entier se penche sur les solutions à la pollution plastique, thème cette année de la Journée mondiale de l'environnement. Conscient de la menace de ces déchets au Bénin, le ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, a convié les acteurs à cet atelier de réflexion dans un contexte où les populations ont encore du mal à s'interdire l'utilisation des sacs plastiques. C'est pour lutter contre ce fléau au Bénin que la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables a été prise. D'autres actions sont également mises à contribution pour finir avec l'usage des sacs plastiques, à savoir l'octroi d'agréments aux importateurs de sachets biodégradables et la sensibilisation avec le concours des organisations non gouvernementales. Le gouvernement continue de mener des actions dans le domaine de la gestion des plastiques en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques à travers la promotion de l'économie circulaire et la création d'emplois verts. C'est le cas à Africa Global Logistique. Il y a 2 ans, nous avons soutenu les communautés de Tobin dans la plantation de mangroves. Nous avons soutenu par exemple l'ENEAM, qui est une école prestigieuse, à la mise en place de cadres de formation adéquats. Bien entendu, les questions, les préoccupations environnementales étant légion de par nos activités, la gestion des déchets est restée un point critique également pour notre organisation. Les huiles usagées, les déchets de ferraille, les batteries. Donc autant de préoccupations qui font l'objet de nos activités au quotidien au sein de l'entité. Plusieurs communications vont meubler cet atelier. Elles portent entre autres sur les comportements éco-citoyens, la gestion des déchets au Bénin et la réduction de l'empreinte carbone à travers l'utilisation des matériaux locaux. Hors du Bénin, au Nigeria, des camps de déplacés se trouvent submergés. Au Zimbabwe, le projet de conservation Kariba préserve l'environnement et assure un gagne-pain. La compilation est signée Christelle Tongodo et Constantine Tandé. Au Nigeria, des camps de déplacés se trouvent submergés. Ceci depuis la fermeture par les autorités d'une dizaine de camps de déplacés dans le nord-est du pays. Conséquence, l'aide humanitaire se fait de plus en plus rare. Certaines personnes peinent à nourrir leur famille. Pourtant, pour celles-ci, il n'est pas question de retourner dans leur village tant que l'insécurité fait rage. Au Zimbabwe, un projet de conservation préserve l'environnement et assure le gagne-pain à de nombreuses personnes. Il s'agit du projet de conservation Kariba qui lutte contre la déforestation et la désertification. Il est mis en œuvre en collaboration avec des communautés et vise à fournir des moyens de subsistance durables aux communautés pauvres au nord du Zimbabwe, une région qui souffre actuellement de déforestation, de pauvreté et de sécheresse. Fin du sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par la France du 22 au 23 juin. Une rencontre internationale de haut niveau conçue pour guider la manière dont toutes les parties prenantes travailleront ensemble dans les prochaines années. Les chocs mondiaux de ces 3 dernières années ont eu des conséquences terribles en termes de vie perdue, de moyens de subsistance perturbés, d'augmentation de la pauvreté et de ralentissement de la croissance économique, a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Le candidat centriste Edmond Moulé veut déployer l'armée pour lutter contre la criminalité au Guatemala.
Le pays est miné par la violence, la corruption et la pauvreté. L'annonce a été faite lors de son meeting digital de clôture de campagne à Guatemala City. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.